Et au niveau de ce master, le stage, j'avais le choix de le faire en France, donc du coup chez Thales Alenia Space, donc ils sont basés à Toulouse, ou d'aller aux États-Unis. Bah, du coup, Ok. j'ai choisi d'aller aux États-Unis et ça a Forcément. ouvert une autre Ouais. opportunité là-bas aussi pour moi. Je trouve que c'est une bonne chose de faire un job étudiant. Il faut pas se priver de cette expérience-là. C'est Ok. en fait, ça te permet de connaître le monde du travail, mais aussi de prendre conscience que tes études, c'est ton échappatoire. Au début, l'adaptation était difficile. Et ça, Forcément. c'est un truc qui manque à la France parce que pour avoir étudié en Allemagne, il y a une très grosse différence Ok. avec la manière dont l'intégration est faite du côté de l'Allemagne et de la France. Ouais. Ouais, elle est très, Peut-être très différente. on va revenir là-dessus, je On pense. va, on va revenir là-dessus. La première personne qui te côtoie chez celle que Mhm. tu arrives, lorsque tu fais tes études à l'étranger, elle te donne ta Mhm. vitesse initiale. Il n'y a personne qui connaît mieux ton parcours et ce Que que tu toi. veux que toi-même. Ouais, ouais. Ça, c'est C'est vrai. clair. C'est pour Mhm. ça qu'il faut, avant peut-être de te faire aider, fais Mhm. le premier pas, Ouais. apprends à connaître ce que tu veux toi-même pour ne pas Mhm. laisser aux autres le choix de décider à ta place. Et ça a Mhm. été déterminant parce que le fait d'avoir fait la procédure moi-même, j'ai compris quelles étaient mes faiblesses Ouais. et aussi quelles étaient mes forces. Mhm. Qu'est-ce qu'il fallait que je mette en avant pour réussir mon projet, etc. Et crois-moi, ça m'a aidé même après. Mhm. Parce qu'il faut savoir qu'à Campus France, il y a deux types d'avis qui sont émis par l'agent d'entretien. Tu as Mhm. l'avis pédagogique d'un côté et l'avis SCAC de l'autre. Ouais. Bonjour et bienvenue dans cette émission et bienvenue dans Destination en France, leur histoire. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir une grande personnalité et une personne vraiment qui m'inspire personnellement et une personne vraiment qui a été très gentille de vouloir bien sûr nous partager son histoire. Et à travers lui, vous allez apprendre beaucoup de choses et ça va vraiment, vraiment vous aider. Donc, je vais le faire entrer et il va se présenter et vous allez découvrir son histoire. Bah, grand bonjour. Bonjour, bonjour MK, Maurice Ouais. Roman. Ouais, exactement. J'espère que tu vas bien. Écoute, ça va? Dieu Ouais. merci, ça va. Et toi? Ouais, ça va aussi, ça va. Et déjà, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, c'est vraiment gentil. De rien. Mhm. Ok, donc pour commencer, l'émission, elle est vraiment très simple et comme tu l'as déjà vu, elle va te permettre de partager ton histoire et aider aussi le maximum d'étudiants. Et durant l'émission, toi aussi, tu as la possibilité de nous poser des questions et on essaiera vraiment de discuter, d'échanger dans le but d'aider vraiment le maximum d'étudiants possible. Donc, pour commencer, tu Très vas te bien, présenter et après, on va aller petit à petit dans l'émission. très bien, très bien. Déjà, merci à toi de me recevoir sur ton channel. Avec plaisir. J'ai découvert quelques-unes de tes vidéos sur YouTube et le travail que tu fais est remarquable. Merci. Nous avons pour les jeunes qui vont venir et qui s'intéressent à leurs études au niveau de la France. Pour parler de moi alors, moi je m'appelle Albert Milimono, je suis guinéen. Donc du coup je vis en France depuis un moment déjà, je suis arrivé depuis 2015, donc ça va faire 10 ans que je suis là. Je suis passé par la même procédure Campus France que toi et les nouveaux qui voudront venir. Et donc du coup en ce moment je suis doctorant en physique appliquée. Je fais de la recherche, notamment sur tout ce qui est fibre optique, laser haute puissance, etc. Je vis dans la ville de Limoges pour le moment. Mais j'ai quand même étudié dans plusieurs villes de France et à l'étranger aussi, notamment en Allemagne et aux États-Unis. Et là, pour la poursuite de mes études, du coup, j'ai décidé de faire une thèse ici en France, parce que j'avais eu un certain financement, enfin bref. Mais pour parler globalement de moi et de mon parcours, voici ce que je pourrais dire, quoi. Waouh, waouh, waouh. Vraiment, tu as un parcours extraordinaire. Personnellement, je trouve que c'est un grand parcours. Et puis, depuis 2015, bah, vraiment, tu as du Ouais, vécu. Tu as du vécu. Bah, c'est super, ça. ouais. Ok, donc, pour continuer, déjà, comment l'idée de venir en France ici est venue? Parce que, voilà, 2015, en ce moment, je pense que la procédure Campus France n'était pas trop vraiment à la mode. C'était pas vraiment connu. Donc, comment tu t'es retrouvé ici? Alors, ouais, ça c'est une très bonne. Ouais, ça ramène des souvenirs d'antan parce qu'il faut rappeler que moi, j'ai étudié à la Sainte-Marie de Dixine. Je sais pas si tu connais un peu cette école-là. Oui. Donc, du coup, le projet pour venir en France avait commencé à germer dans ma tête depuis la 12e. Depuis la 12e, parce qu'on avait des amis qui étaient intéressés par les études à l'étranger, notamment en France et autres. Et nous, on ne savait pas exactement comment fonctionnait la procédure. Donc, on a eu la visite de beaucoup d'entreprises qui s'occupent de la gestion des dossiers pour les étudiants qui sont arrivés dans notre école et qui ont commencé à parler de la procédure Campus France. À l'époque, je vais avouer quand même que je n'étais pas assez mature d'esprit pour savoir quelles étaient les exigences d'un choix
particulier pour étudier à l'étranger. Donc, du coup, moi, je pensais que je pouvais juste décider d'étudier ma passion, mhm. peu importe comment ça va se passer. Voilà. Mhm. Il faut rappeler que j'ai tenté Campus France 2 fois. Ok. Donc, la première fois, c'était parce que mon père trouvait que j'avais l'étoffe pour être un bon politicien. Il m'a dit, va faire les sciences politiques en France. J'ai dit, ah bon? Mhm. Je dis, oh là là, ça, je peux peut-être tenter ça. Mais il faut Ouais. rappeler aussi que j'avais Mhm. des facilités en sciences. Donc, j'ai décidé de faire sciences expérimentales parce D'accord. que j'aimais un peu la philosophie de la réflexion scientifique. Donc, du coup, je me suis tourné vers tout ce qui était donc expérience, description, sciences d'observation. Donc, j'ai décidé de faire au lycée sciences expérimentales. Ok. Et donc, j'étais dans une formation. Donc, j'étais au lycée en sciences expérimentales. Et imagine, je veux faire sciences politiques. Il y avait une très grande Non, incohérence au niveau du projet d'études. vraiment, OK? ouais. Vraiment. Donc, du coup, moi, je me dis, bah, c'est possible. Donc, la première tentative que j'ai décidé de faire, alors, je suis parti voir un monsieur qui est à la Pépinière Bicaz. À Ok, l'époque, c'est un Français qui s'est établi en Guinée et qui s'occupe des dossiers Campus France, donc à la Pépinière Bicaz. Je suis ok. allé le voir. On a parlé. Je lui ai dit, écoutez, moi, j'ai envie de faire sciences politiques en France. Mhm. Il a essayé de voir mon projet, il a dit, OK, bah, tu fais sciences expérimentales quand même. J'ai dit, mais ouais, je veux faire sciences politiques, quoi. Comment est-ce qu'on fait? Il m'a dit, OK, je vais te coacher. Mhm. Mhm. Je vais te coacher. Il dit, OK, bon, on a commencé à faire les petites rencontres régulières à chaque fois. Et Ouais. du coup, je me suis inscrit dans sa formation. Je pense que c'était assez cher à l'époque. Je pense que c'était autour de 3 millions, 4 millions de francs Wow. guinéens à peu près. Ok. Donc, j'ai payé. Et on a commencé à discuter, on a commencé à parler jusqu'au moment où bon, on faisait des petites simulations d'entretien Campus France, etc. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à mettre ma tête dans le truc. Ok. Et le jour du moment où il fallait passer l'entretien est arrivé. Et Mhm. une des grandes surprises, c'est-à-dire j'avais l'impression que les étoiles n'étaient pas alignées pour moi. D'accord. J'arrive avec mon Ouais. projet d'études en tête. J'ai dit, moi, je voulais faire un institut d'études politiques, soit à Paris, soit à Angers. Donc, j'ai choisi l'université d'Angers dans son département sciences sociales, et Mhm. notamment de droit. Et Ok. j'ai choisi d'études politiques de Paris. J'avais choisi aussi une autre université dont je me souviens plus exactement du nom. D'accord. Ça va, ouais. Ouais, donc du coup, j'arrive et la dame qui me reçoit à l'entretien commence à regarder mon projet d'études. Alors, il faut rappeler que je suis arrivé en France très jeune quand même, hein. Je suis arrivé en France vers 17 ans à peu près. Wow. Donc là, tu étais en terminale, je crois. Ouais, ouais, j'étais en terminale quand tout ça se passait, en fait. Ok. Ok. Et du coup, la dame, elle me dit, mais monsieur, vous êtes très jeune, vous voulez aller en France pour faire quoi? J'ai dit, mais madame, moi, je veux faire les sciences politiques. Elle dit, vous avez choisi des formations dans le droit, c'est dans quel but? Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, ah, purée, là, j'ai quand même une inadéquation entre mon Ouais. profil, c'est-à-dire je Ouais. viens devant elle avec un profil scientifique et je Mhm. veux faire sciences politiques. Je commence à Ouais, c'est rentrer dans les contraire. contextes de la géopolitique, mais elle voit sur mon dossier que j'ai voulu faire du droit. Or, dans ma tête, c'est la politique. Or, pour eux, tu dois faire du droit pour faire de la politique, mais pas forcément. Tu peux Ouais. être scientifique comme Angela Merkel et faire quand même de la politique. Ils n'ont pas voulu comprendre ça. La dame, elle était très à cheval sur les questions de droit constitutionnel, de droit des Mhm. entreprises, de droit de tel, de tel, de tel. J'ai dit, mais j'ai dit, mais Chaud. moi, tu me colles là. Je Ouais, sais ouais, pas où forcément, tu hein. veux que j'aille. Ouais, ouais, mais et j'étais Ok. vraiment pas très mature Mhm. dans mon projet d'études à ce moment-là et Ok. j'ai pas su répondre aux questions. Et j'avais même oublié, je me souviens, un document qu'elle m'avait demandé d'apporter, Mhm, que je me super. suis trompé, j'ai pris un autre à la place. Et Ok. c'était vraiment la malchance, hein. J'ai pas réussi l'entretien. Je vois. Et quand j'ai quitté là-bas, du coup, elle m'a mis un avis très défavorable et toutes les universités que j'avais coachées m'ont dit non. Et c'est ça qui a été le déclic. Pourquoi? Parce que Mhm. la prochaine tentative que j'ai eu à faire Campus France, j'étais prêt. Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai appris de mes erreurs. C'est une Ouais. réalité aussi qu'il faut savoir. J'ai Exactement. appris de mes erreurs. J'ai compris qu'il faut qu'il y ait une adéquation entre et une cohérence entre le Ouais. projet d'études et le Sûrement. projet professionnel et Mhm. aussi ce qu'on a étudié au lycée. Vraiment. Merci beaucoup pour Donc la là, j'ai précision. décidé de faire... Ah non, mais clair, j'ai Mhm. pris le temps de faire mon dossier moi-même cette fois-ci. Ok. Moi-même. Donc du coup, dès que l'année a commencé, l'année suivante a suivi, Mhm. à ce moment-là, j'avais déjà le bac. Ok. Je m'étais préparé pour faire une formation à Conakry. Mhm. Donc en novembre, donc rapidement en novembre, au plus tard vers novembre à 2014, je crois 2015, je me souviens plus exactement, j'ai Mhm. commencé à monter mon dossier sur le site de Campus France. Ok. J'ai monté le dossier proprement, j'ai préparé mon CV, je me suis renseigné sur les formations. J'ai dit, OK, je suis bon en quoi? Je suis bon en physique, je suis Ouais. bon en maths, je suis Ouais. bon en chimie, je suis bon en économie.
Qu'est-ce que je peux démontrer à travers ces résultats-là pour pouvoir choisir un projet d'études cohérent? Ouais. J'ai dit, OK, je vais faire sciences pour l'ingénieur. Donc, les universités qui proposaient sciences pour l'ingénieur. Alors, il faut savoir que quand tu veux venir en France, il ne faut pas choisir tes universités à la pelle-mêle. Ouais, Comme tu forcément. l'expliquais dans le précédent live que tu as fait avec la jeune fille qui se trouve aussi à Limoges, Ouais. c'est qu'en fait, certaines universités reçoivent des tonnes de candidatures. Mhm. OK? Donc, il y a un certain nombre de places qui sont limitées. Ouais, Et il faut savoir jouer sur ça aussi. exactement. Donc, j'ai choisi des universités dans des départements qui sont quand même connus pour être très accueillants en termes d'immigration étudiante. Donc, Mhm. j'avais choisi l'université d'Aix-Marseille sur le Mhm. site d'Aix-en-Provence parce que l'université d'Aix-Marseille, il faut savoir que Mhm. c'est l'université la plus grande, c'est la plus grande université francophone au monde. Waouh, C'est je la plus savais grande pas ça. université francophone, pas en termes d'excellence académique, mais en termes de Ouais, superficie, quoi. officier. C'est-à-dire, Mhm. voilà, parce Je comprends. il y a l'université d'Aix-Marseille, et non seulement à Marseille, mais à Aix-en-Provence, à Aubagne, à La Ciotat et tout. Donc, du coup, j'ai choisi l'université d'Aix-Marseille pour son côté assez cosmopolite, mais sur le fait qu'elle reçoit un plus grand nombre d'étudiants. Ok. J'ai choisi l'université de Nantes Mhm. pour la proximité qu'il y avait à ce moment-là avec les membres de ma famille qui vivent en France, notamment dans les Pays de la Loire. Ouais. Et j'ai choisi l'université de Clermont-Ferrand en Auvergne. Donc, du coup, c'est la région un peu centrale, donc en Auvergne-Rhône-Alpes. On va Ouais, ouais. dire que c'est une ville Mhm. qui est très demandée, on va dire. Ouais. Mais c'était Marseille mon premier choix. Donc, j'ai préparé mon projet d'études, j'ai préparé mon projet professionnel. Les relations humaines étant régies par des rapports d'intérêt, je savais que la France, si tu veux Ouais. aller en France, il faut savoir ce que tu apportes à la France en Mhm. retour pour qu'elle, elle te donne un visa. Forcément. Voilà, vice-versa. Ouais. Donc, du coup, j'ai peaufiné le projet. Non, mais J'ai tu es bien choisi Sciences préparé, pour ouais. l'ingénieur. Ah ouais, clairement, hein. Non, mais Non, je mais vois j'étais ça. prêt. J'ai... Ok. Ah, mais tu apprends de Non, tes erreurs et à forcément, parce force, que tu sais déjà, tout de tu suite. regardes l'université, elle accueille beaucoup, tu regardes, vraiment, tu as pris en compte beaucoup d'aspects et ça, c'est vraiment très bien parce que c'est ce qui maximise beaucoup tes chances, ouais. Ouais, j'ai pris beaucoup de paramètres. Ça a maximisé les chances, j'ai pris beaucoup de paramètres. J'ai considéré aussi l'impact social aussi, parce que la proximité, quand tu arrives jeune en Europe, il faut quand même que tu démontres une certaine autonomie vis-à-vis de celui qui te prend en entretien, c'est Mhm. important. Et Mhm. donc, du coup, la proximité familiale dans le choix de la formation est cruciale, c'est-à-dire que Ouais. tu sais où tu vas. Et ça, c'est Mhm. important. Donc, j'ai géré ça comme ça et je me souviens quand j'avais fini de monter le dossier, que j'avais préparé complètement tout ce qu'il y avait à préparer, que le jour de l'entretien était arrivé. Je me souviens, Mhm. c'était le 10 février 2015, Ah ouais. 2015. Le 10 février 2015. Mhm. Ouais, c'était... Je me souviens exactement comme si c'était Étape hier. par étape. Alors, j'arrive. Ce Mhm. jour-là, ça a été ma chance. Je suis tombé sur un homme très Mhm. compréhensif. On a parlé que de la physique. Et Ouais. j'étais tellement rodé. Ah bah, j'étais J'étais à l'aise. tellement rodé. Ouais, Ah non, ouais. mais le type, il était à l'aise. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Mhm. Il m'a dit, oh là 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 là, calme-toi, c'est pas de la récitation là. On est là pour faire un petit échange et tout. Ouais, ouais, Je ouais, lui ai je dit de me vois. calmer et tout. Et il m'a posé des questions quand même sur le pays. Il m'a posé des questions sur la ville où je veux aller étudier. Il m'a posé des questions sur ce que je veux étudier en France. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette formation-là, etc. Donc des questions plutôt basiques, on va dire, et je les ai répondues. Et là où j'ai su que j'ai eu l'entretien, c'est que il avait posé une question sur pourquoi choisir la France. Ouais. J'ai été clair avec lui. Je lui Mhm. ai parlé, je lui ai dit, la proximité linguistique qu'a la France avec nous font Mhm. que la France demeurera toujours le premier choix. Forcément, Et forcément. il est dans Mhm. l'intérêt de la France, notamment des pays francophones, que les relations culturelles et de coopération soient toujours de bonnes relations. Parce Mhm. il y a comme cet ancrage-là, on va dire, Ouais. cette liaison linguistique, mais aussi culturelle qui nous lie. Et Mhm. aussi, le simple fait de savoir que j'étudie en français et que je n'ai accès qu'à de la théorie, Mhm. à pouvoir avoir accès aussi à de la pratique dans les Ouais. laboratoires de recherche, Ouais. notamment qui n'existent pas en Guinée, Mhm. font de la France le choix en premier, quoi. Le Ouais, ouais. premier choix. Et là, il a dit, ah ouais, il Mais dit, là, c'est la première fois que quelqu'un parle, qui me dit ça, en fait. Donc, du ouais, coup, forcément, tu as fait la différence. je dis, le type, il était cohérent. Non, Et mais quand même même, pas sincèrement, je un pense mois. que tu t'es vraiment bien préparé. Là, un étudiant qui Ah se ouais, prépare, là, forcément, tu vas avoir une admission, ça c'est sûr. Parce que imagine, ah tu arrives à ouais, convaincre l'agent, bah c'est fini. oui, je Il a l'avais presque convaincu, parti. ouais. Non, mais c'est bien quand même, c'est bien vraiment. Je l'avais Ok. convaincu parce qu'en fait, Mhm. il se posait la question de savoir comment un jeune qui arrive Mhm. devant lui connaît son projet comme ça. Il me posait des questions beaucoup plus sur mon côté assez juvénile, tu vois. Ouais, ouais.
par rapport à mon projet d'études et tout. Ok. Mais moi, j'avais préparé tout ça pour contrecarrer ces questions, tu Ouais, vois. ouais. Tu vois, une question de préparation, ouais. Non, mais c'est une question de préparation, exactement. Exactement. Ouais. Et Ok. il me semble, même pas un mois après, j'ai eu Mhm. l'admission à Marseille. Waouh. Ouais. Autour de mars, le 22 mars, Ok. j'ai eu Et puis, l'admission à Marseille. C'est sorti waouh. vert, accepté, tu vois. J'ai même pas attendu la réponse de Nantes et de Exactement. Saint-Étienne. T'as J'ai validé. validé direct. J'ai Waouh. validé. J'ai validé directement Aix-Marseille, tu vois. Non, mais quand même, parce que tu avais vraiment confiance, parce que là, tu as fait un bon entretien, tu t'es bien préparé. Bah, forcément, Ah tu oui, t'es oui. dit, bah, qu'est-ce qui ne va pas marcher? Ok. Voilà, donc du coup, ça a été une belle expérience et c'est là où j'ai compris qu'en fait, il n'y a personne qui connaît mieux ton parcours et ce Que que tu toi. veux que toi-même. Ouais, ouais. Ça, c'est C'est vrai. clair. C'est pour Mhm. ça qu'il faut, avant peut-être de te faire aider, fais Mhm. le premier pas, Ouais. apprends à connaître ce que tu veux toi-même pour Mhm. ne pas laisser aux autres le choix de décider à ta place. Et ça a Mhm. été déterminant parce que le fait d'avoir fait la procédure moi-même, j'ai compris quelles étaient mes faiblesses Ouais. et aussi quelles étaient mes forces. Mhm. Qu'est-ce qu'il fallait que je mette en avant pour réussir mon projet, etc. Et crois-moi, ça m'a aidé même après. Non, mais forcément, Ah oui, voilà. donc. Parce que tout de même, avec ta préparation là, Non, vraiment, même mais moi, clairement, je t'ai déjà sans connaître rodé, la quoi. suite, mais vraiment, pour ceux qui nous regardent, c'est un aspect très important à prendre en compte. Faites-le vous-même parce que votre CV, personne ne peut mieux l'expliquer que vous-même. Votre projet, personne ne peut le faire que vous-même. Donc, aidez-vous, c'est vrai, mais il faut être en avant. Il faut vraiment comprendre et vraiment être déterminant dans ses choix, c'est important. Ok, donc Exactement. du coup, maintenant, tu as fait tout ça, tu as eu maintenant ton admission et tout. Mais en ce moment, tu étais en formation toujours, j'espère bien, hein. Ouais. Et comment toi, tu te sentais pendant ce moment? Parce que tu as eu une admission maintenant. Et là, quand tu as une admission, tu as un pied en France, tu n'es plus maintenant trop en Guinée, je pense. Alors, c'est vrai, j'avais un pied en France et j'étais plus trop en train. J'étais très enthousiaste néanmoins, je dois le reconnaître, de Mhm, savoir que j'étais sur la préparation d'un projet d'études à l'étranger. mhm. Mais j'étais pas pour autant très certain parce qu'il y a l'étape du visa qu'il y Ouais. a. Alors, de par les expériences, parce qu'il faut savoir que vu que je l'ai fait deux fois, j'ai eu des amis qui étaient venus avant et j'ai Mhm. eu des amis qui avaient réussi, qui avaient échoué aussi. Et un Ok. des aspects qui était revenu le plus souvent, c'est qu'il y en avait qui avaient eu l'admission mais qui n'avaient pas eu le visa. Mhm. Donc ça me faisait quand même rester sur terre. J'avais les pieds sur terre, même si j'étais Ouais. très content. Mhm. Parce qu'il faut savoir qu'à Campus France, il y a deux types d'avis qui sont émis par l'agent d'entretien. Tu as Mhm. l'avis pédagogique d'un côté et l'avis SCAC de Ouais. l'autre. L'avis SCAC, c'est le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France qui s'assure que le Mhm. ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur en France travaillent Mhm. conjointement pour faire venir des éléments dans leur pays Ok. dont eux, ils ont besoin. Ok. Tu peux être bon de façon pédagogique, c'est-à-dire que tu as de très bonnes notes, que tu Mhm. réponds aux questions scientifiques qui te sont posées en accord et en adéquation avec ton projet d'études. Mhm. Mais derrière, la VISCAC va rechercher plutôt Mhm. ton ambition vis-à-vis de ton voyage. C'est-à-dire, Mhm. pourquoi est-ce que tu recherches le visa étudiant? Est-ce que c'est pour à des fins de détournement de visa pour peut-être faire autre chose? Ils vont Ouais. Ouais. essayer de déceler dans tes propos Mhm. ce côté-là pour émettre un deuxième avis qui s'appelle la VISCAC. Ouais. Ouais. Et c'est cet avis-là qui est très déterminant pour le visa. Parce que c'est cet avis qu'on donne lorsqu'il est défavorable. Mhm. L'université en question peut te donner un avis favorable parce que l'université n'a pas accès à l'avis SCAC. Ouais. L'université a accès à l'avis pédagogique. Mais Ok. l'ambassade de France a accès à l'avis SCAC et c'est ça qui détermine si oui ou non tu as le visa. Non, vraiment, tu viens de mettre en lumière un aspect très important parce que beaucoup Ouais. d'étudiants, même moi, quand j'avais fait ma procédure, bah, je connaissais pas, je savais même pas si c'est comme ça réellement ça s'est passé. Et ça, Ouais. je pense que ça aide vraiment les étudiants qui vont regarder ça, ouais. OK. Clairement, parce que Mhm. la vie SCAC, donc du coup, moi, je me disais, ah, bon, là, la vie pédagogique, j'étais certain parce que le monsieur en face de moi avait quand même émis des hypothèses qui m'ont laissé croire qu'il va me Mhm. donner un avis favorable. Donc, j'avais pas de doute au niveau de la vie pédagogique. Par contre, la vie SCAC, j'avais aucune connaissance de ça. OK. Donc, j'avais les pieds sur terre. C'est vrai que j'étais en formation, Mhm. mais je me disais aussi que tout pouvait arriver, quoi, tu Ouais, vois. forcément, ouais. Et donc, du coup, bah, j'ai déjà eu à commencer à faire mon passeport. C'était la Mhm. première étape. Donc, Ouais. j'ai fait mon passeport et j'ai ouvert un compte bancaire en mon nom, Mhm. mais qui était rattaché à celui de ma mère, parce que ma OK. mère, elle, sa banque, c'est Aura Bank. Et on avait le choix entre passer par une prise en charge
Mhm. parce que voilà, j'ai de la famille qui vit en France, ou nous-mêmes faire la Mhm. procédure, enfin financer ça par nous-mêmes. Au départ, on a penché vers la prise en charge. Pourquoi? Parce que on se dit, ah tiens, il y a de la tâche en France, ça peut être bien vu. Il faut savoir que moi, j'ai fait ma demande un peu tard, c'est-à-dire vers septembre. Ok. Pourquoi je l'ai fait vers septembre? C'était un choix stratégique. Je voulais Mhm. pas aller dans les premiers, parce que si tu te précipites et que tu ne vois pas en fait comment on appelle, comment Mhm. ça se passe d'abord dans un premier temps, tu risques de tomber et tu ne pourras pas te relever, parce qu'en cas de refus de visa, Mhm. t'as pas de possibilité de faire de recours. En plus, en ce moment, tu sais même pas ce que c'est un recours. Ouais, ouais, quand même, ça c'est vrai. Donc, j'avais beaucoup d'amis qui sont partis et qui Mhm. ont fait des prises en charge. Et bizarrement, tu pouvais compter au moins, on va dire, 2 sur 3 ou 2 sur 4, voire 50% de ces demandes-là étaient rejetées. Waouh. Ouais. Parce que justement, il faut savoir que pour Mhm. prendre quelqu'un en charge, Mhm. il faudrait que tu gagnes au moins 2,5 fois le SMIC. À l'époque, Wow. moi, je ne savais pas. Donc, il faut savoir que moi, la personne qui devait me prendre en charge, c'était donc, du coup mon oncle. Et il gagnait bien sa vie, mais il avait aussi des enfants. Donc, chaque enfant rajoute une certaine part sur ton revenu fiscal. Ouais. Par conséquent, ton salaire ou celui de ta femme ou celui de ton foyer fiscal pour ramener quelqu'un en plus chez toi, il faut qu'il soit plus conséquent. Et là, cette information, dis-toi comment je l'ai su. C'est parce que je suis allé faire des recherches sur Google, Mhm. notamment pour comprendre la composition des foyers fiscaux français. Et Wow. c'est là que j'ai capté qu'en fait, en fonction du nombre de parts qu'il y a dans les foyers fiscaux, du nombre d'enfants, le revenu conséquent doit être à la hauteur des personnes qui entrent dans le foyer fiscal. Donc, si Bah, moi j'entre dans son foyer fiscal avec son niveau de revenu et le nombre de ses enfants, ça va baisser le revenu minimum nécessaire non, pour moi. sincèrement, pour dire que tu Et étais quand prêt. j'ai su ça, Parce que j'ai... ça, c'est très important. Ah non, mais j'étais... Ah Bon, non, mais je l'ai sérieux, ouais, ça. non, mais ça, pour dire vrai, Non, vrai. mais Parce qu'il y a c'est beaucoup de beaucoup de gens, personnes. ils se rendent pas compte de ça, c'est des Exactement. réalités. Dès qu'ils ont une personne seulement en France, bah, c'est bon. Moi, quelqu'un peut me prendre en charge. Et l'aspect-là, on ne le voit pas, alors que c'est quelque Et chose ça, qui se c'est passe dans l'homme. C'est intéressant quand exactement. On ne même. se rend pas compte de cet Ouais. aspect et c'est dommage. Ouais, Ouais. vraiment, Et donc, vraiment. du coup, on a penché vers. On a su ça assez tardivement. On a su ça vers fin août. Mhm. Du coup, j'ai dit à ma mère, tu sais quoi, on va pas passer par la prise en charge. Il va falloir qu'on mette les sous dans le compte. Ma mère a dit, OK, bah, on va aller voir le banquier et tout, 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 tout. Et là, il fallait donc, du coup, déterminer à ce moment-là. Parce que ex-Marseille, la date limite d'inscription, c'était le 15 septembre. Septembre, OK. ouais. Et moi, je savais que avant que les sous ne soient disponibles sur mon compte et que ma prise en charge soit éditée, que j'ai le document officiel qu'il va falloir que je fasse entrer dans l'ambassade, Mhm. ça allait prendre maxi 3 semaines. Donc Mhm. là, j'étais dans un autre dilemme. Il me fallait demander une demande dérogatoire d'inscription tardive Mhm. à l'université d'Aix-en-Marseille. Je me souviens comme si c'était hier. Waouh. Et là, j'ai pris les choses en main encore. Je ne vais plus passer par l'application Campus France. Je vais Ok. passer directement par le mail de l'université. Donc, je suis parti, j'ai cherché le contact de la directrice de la formation, j'ai cherché le contact de celle qui s'occupe des inscriptions, tu vois, Mhm. Valérie Lecor. Alors, je la remercie encore jusqu'aujourd'hui. Cette femme est merveilleuse, je te Ah, Dieu jure. merci, vraiment. Elle, Mhm. ah non, mais je m'en souviendrai pour toujours. Parce que là, j'étais vraiment à l'échéance. Si je m'inscrivais pas à ce moment-là, j'avais perdu mon admission. Et je sais ô combien c'est dur de faire la procédure Campus Vraiment. France. Eh, c'est dur, hein? Ah ouais, non, mais c'est dur, hein. Je Ouais. lui ai envoyé un mail. Je Mhm. lui ai dit, j'ai besoin de m'inscrire tardivement parce que j'ai telle démarche administrative au niveau du visa qui risque de prendre du temps. Elle me dit, Mhm. OK. Elle m'envoie un formulaire que je remplis dans le même jour. J'envoie tout. Et là, Ok. j'ai reçu une autorisation d'inscription tardive de 30 jours Ok. à compter de Ouais. la réception. Donc, du coup, jusqu'au 10 octobre, j'étais bon, quoi. Ouais, mais vraiment, elle a été compréhensive. Elle était compréhensive. Ah non, mais elle était, Non. elle était très consciente, très, très compréhensive. Elle était très gentille aussi. Bah, c'est super, ça t'a beaucoup aidé quand même. Ça m'a aidé. Et donc, je suis Mhm. rentré dans l'ambassade, il me semble, le 8. Mhm. Je me souviens plus trop de cette date, par contre. Je l'ai Ok. eu au bout de 8 jours, le visa. Tu vois. Ouais. Je l'ai Là, eu au maintenant, bout t'es de... sûr que c'est bon. Je l'ai eu au bout de 8 jours, le visa, et j'ai voyagé une semaine après. Ok, bah c'est super ça. Et du coup, à ton arrivée ici, maintenant, vu que tu es en retard, je pense que vraiment, ça n'a pas été facile le début des cours parce que tu viens en mois d'octobre, je pense maintenant, ou bien tu es venu en mois de septembre. Alors, je suis arrivé au mois de... Alors, vers fin septembre à peu près, Ok. le temps de trouver un appartement. Alors, j'ai été hébergé un certain temps par un de mes amis avec qui je suis toujours d'ailleurs en contact. Mhm. Donc, lui, il a été aussi d'une très grande aide. Imagine, tu arrives à l'âge de 17 ans, même pas 18 ans, dans une ville où tu connais
pratiquement personne. Celui qui te reçoit, c'est quasiment ton sauveur, quoi. Non, mais c'est chaud, hein. Ouais, c'est chaud. Ouais. Donc, Mhm. au début, ça, il faut savoir que Aix-en-Provence, c'est quand même à 1 heure de bus Ok. de Marseille. De Ok. Marseille. Mhm. Donc, mon site était à Aix-en-Provence. Ok. Mhm. Mhm. Donc moi, je prenais le car tous les matins pour aller étudier et rentrer le soir. Au début, l'adaptation était difficile. Et ça, Forcément. c'est un truc qui manque à la France parce que pour Mhm. avoir étudié en Allemagne, il y a une très grosse différence Ok. avec la manière dont l'intégration est faite du côté de l'Allemagne et de la France. Ouais. Ouais, elle est très, Peut-être très différente. on va revenir là-dessus, je pense. On va revenir là-dessus. Donc, Ouais. du coup, j'avais Mhm. déjà un problème d'adaptation au niveau C'est vrai que nous sommes francophones, nous parlons français, mais il faut aussi quand même Mhm. connaître la différence entre parler français, le comprendre et l'utiliser. OK? Ouais, c'est forcément différent. C'est très différent. Donc, du Mhm. coup, nous, il y avait un petit temps d'adaptation. Les 3 premiers mois, je vais dire, la moitié du premier semestre était terrible pour moi. C'était très dur. Ça, je ne le Ancienne pour cache pas. l'ingénieur. J'avais quelques facilités, certes, en physique, en maths, et heureusement, c'est ça qui m'a un peu sauvé. Mais pour toutes les autres matières, en TP, en chimie et tout, tu vois, déjà, j'arrivais même pas à suivre le calendrier, quoi. Parce qu'il faut Ouais. aller sur le site de l'université, rentrer ses identifiants, aller Mhm. sur ADE, donc du coup, Ouais. le planning, Mhm. connaître les salles, connaître les cours. Donc, tout ça, c'était nouveau. Ouais. Et je n'ai pas eu d'accompagnement avec ça, Ah, c'est tu vois. dommage. Ah ouais, c'est pas facile, hein. On n'a pas eu d'accompagnement sur ces trucs-là, donc il fallait tout apprendre sur le tas. Alors, Mhm. entre apprendre ça, vivre, s'insérer, c'est-à-dire faire ces démarches administratives de validation de visa, tu La connais toutes les sécurité démarches qu'il sociale faut et tout, faire au ouais. début quand tu arrives et quand tu arrives en retard, que tu as les cours d'un côté qui sont là et que tu as ces démarches-là à faire de l'autre côté. Pas facile. Effectivement, tu es dispersé, tu vois. Tu es Je dispersé comprends. dans ton énergie. Donc, du coup, Mhm. les 4 premiers mois étaient catastrophiques pour moi. D'accord. Mais Mhm. j'ai commencé à m'habituer, tu vois. Et quand j'ai commencé à m'habituer, une des choses que j'ai compris qui était quand même déterminante, c'est la cohésion sociale c'est-à-dire, il fallait avoir une vie sociale Mhm. bien épanouie. Donc, Ouais. du coup, je me suis inscrit au sport, Mhm. au foot. Je me Mhm. suis inscrit dans des activités sportives connexes, pas seulement qu'au foot, mais des activités sportives connexes. Donc, je participais maintenant avec des camarades de classe de promotion à des activités extrascolaires. Et Ok. de fil en aiguille, de bout en bout, j'ai commencé Ouais. à me réadapter, on va dire. Ouais, t'es dans le bain Et là, maintenant, on va dire. à partir des 2 derniers mois du premier semestre, mes notes ont commencé à rehausser, tu vois. Ouais. Donc, j'avais commencé à avoir un certain équilibre au Mhm. niveau de la vie personnelle, c'est-à-dire logement, enfin voilà, logement et autres, Ok. vie sociale d'un côté et vie académique de l'autre. Donc, du coup, j'avais réussi à un moment à créer, Oh. donc, du coup, cet environnement-là qui était favorable pour ma réussite, tu vois. Bah, super, Mais super le ça. début, comme toujours, Mhm. c'est clair. Parce que le Non. début est toujours difficile, ça c'est Ouais, sûr. Donc il faut c'est sûr, avoir ouais. le mental et trouver des Mhm. solutions. Mais c'est ça quand Donc c'est même. un peu comme ça que je me suis en sorti. Après, il Ouais. faut savoir aussi que j'ai quitté Aix-en-Provence. Mhm. Je ne voulais plus faire les 50 minutes de bus là tous les matins pour aller étudier à Aix-en-Provence, tu vois. Ça, c'est pendant ton Donc deuxième je semestre suis ou revenu, j'ai demandé une... pendant Oui, ton pendant deuxième? mon deuxième semestre, j'ai fait un transfert de Mhm. site. Ouais. Ok, bah, c'est Parce intéressant. qu'il y avait cette formation à Marseille, elle était à Aix-en-Provence aussi. Donc j'ai demandé à intégrer la formation à Marseille et de là-bas, j'ai continué directement à suivre mes cours. Ouais, ok, c'est intéressant ça, c'est bien. Et du coup, côté job étudiant, comment tu faisais? Ou bien le compte bloqué que tu avais fait avant de venir, ça t'a aidé à terminer l'année? Ou bien comment tu t'es en sorti pour le Ouais, finance? une des choses aussi qu'il faut savoir, c'est que la première personne qui te côtoie chez celle que Mhm. tu arrives lorsque tu fais tes études à l'étranger, elle te Ouais. donne ta Mhm. vitesse initiale. C'est pour ça que je dis souvent aux personnes à qui je donne des conseils pour leur projet d'études, votre Mhm. V0. Le Mhm. V0 est hyper important parce que c'est Ouais. la vitesse initiale qui va te Ouais. permettre de te propulser seul dans Mhm. la vie active. Donc du coup, moi, la personne qui m'avait accueilli à Marseille, elle Mhm. était très impliquée dans la recherche active de travail. Elle travaillait déjà. Ah, Et ok. il faut savoir une chose. Mhm. Aujourd'hui, peut-être on en parle peut-être beaucoup dans le contexte Mhm. sociopolitique du pays que les étrangers, quand ils veulent venir en France, c'est pour les aides sociales. Alors, il faut savoir une chose. Personne, moi, je ne savais même pas qu'en France, il y avait des aides sociales, il y avait quoi que ce soit. Moi, je ne Ouais. savais pas de tout ça. Et c'est le cas Euh, pour beaucoup d'entre nous. On ne sait pas qu'en France, il y a des trucs comme ça. Donc, quand on arrive en France, notre idée, c'est de trouver un job étudiant, aller c'est travailler dans un fini. restaurant, faire ci ou ça, tu vois. Mhm. Mhm. Donc, du coup, j'avais en tête déjà, il faut que je trouve un taf.
Ouais. Mais le premier problème auquel j'ai été confronté, c'est que moi, j'étais mineur. J'étais mineur, donc j'avais pas 18 ans. Donc, pour travailler Mhm. en France, il faut être majeur. Ouais. Donc, j'étais déjà dans un dilemme. Je pouvais pas. Donc, la première année, j'ai dû compter sur ma mère. Donc, c'est Ok. le compte bloqué qui m'a sauvé la mise. Ah, Dieu merci, hein. Et après, quand j'ai eu maintenant l'âge de travailler, j'ai tout de suite eu du boulot. Ok, J'avais bah, pas le choix. Je ouais, suis allé forcément. chercher du taf. J'ai travaillé. Bah oui, j'ai travaillé en intérim, j'ai travaillé pendant l'été, j'ai travaillé aussi à côté dans des restos, j'ai travaillé à Quick, j'ai travaillé à Burger King. Ouais, Ouais, ça j'ai fait fait un des peu de boulots, quoi. tout. Un peu de tout. Donc, Voilà, clairement. pour dire que Ouais. vraiment tout le monde va faire un jour un job étudiant et tout, c'est pas facile, hein. Je trouve que c'est une bonne chose de faire un job étudiant. Il faut pas se priver de cette expérience-là. C'est Ok. en fait, ça te permet de connaître le monde du travail, mais aussi de prendre conscience que tes études, c'est ton échappatoire, tu Ça, vois. c'est important de Tes signaler études, ça. tu dois aller, exactement, tu dois prendre tes études au sérieux. Et c'est pour ça Mhm. qu'il faut que tu peaufines vraiment ton projet d'études et ton projet professionnel. Pas que tu t'ennuies par tes études. Et même ton insertion professionnelle plus tard va en dépendre. Ta situation administrative dans le pays va en dépendre. Tout Mhm. ce qui va tourner autour va en dépendre. Ouais. Donc, faire un job étudiant, c'est Mhm. une partie, c'est une façon non seulement de t'assurer un certain revenu pour assurer, on va dire, ton train de vie étudiant, mais à côté, Mhm. c'est aussi l'opportunité que tu as de savoir réellement ce qui compte. Exactement, exactement. Et ça, c'est un conseil qu'il faut donner aux étudiants qui viennent et qui s'investissent à corps et âme dans leur job étudiant. Parce que moi, personnellement, j'ai une connaissance ici sur Besançon. La personne vraiment, elle priorise tout ce qui est job étudiant. Mais le cours, bah, il se dit, ouais, vite fait, après, je vais voir, je vais lire. Mais après, tu te rends compte qu'en fin d'année, tu as des dettes ou tu n'as pas validé ton année. Mais après, c'est toi qui perds le temps. Parce que le job étudiant, quelle qu'en soit la manière dont tu gagnes, ce n'est pas vraiment un travail sur lequel tu peux continuer dans la vie, quoi. Donc, forcément, Non, il faut c'est non. s'organiser et beaucoup plus se concentrer sur les études. Et comme tu as dit, vraiment connaître son projet d'études et son projet professionnel. Parce que c'est ce qui va Toujours. déterminer. Parce que après, l'insertion professionnelle, c'est compliqué ici en France. Et déjà, Oui. vas-y. On va même pencher. Je sais pas si tu as réservé une petite séance pour parler de ça, mais c'est quand même très important parce qu'une chose, il faut savoir aussi, lorsque tu viens étudier en France, notamment chaque année, c'est pas les mêmes. D'un côté, ça sera de l'autre. Par exemple, aujourd'hui, alors moi, quand je suis arrivé, c'était la gauche qui était au pouvoir. Aujourd'hui, nous avons plus une tendance qui est plutôt nationaliste, qui va vouloir que, voilà, on ait moins d'étrangers qui arrivent. Donc, c'est à juste titre parce que la dette du pays est en train est très déficitaire. Et ça, c'est un contexte qu'il faut prendre en compte pour le choix de sa formation. Dans les 5 prochaines années, est-ce que cette tendance va être en baisse ou en hausse? Ça, c'est pas à nous de le décider. Par contre, une étude importante que les étudiants qui veulent venir en France peuvent faire, c'est d'aller se renseigner sur le site de l'INSEE, l'Institut national des statistiques et des études économiques, pour savoir quelles seraient les tendances dans les 5 prochaines années, pour choisir un choix de formation dans laquelle l'intégration et l'insertion professionnelle peut être avérée. Parce que derrière, à la fin de chaque étude, aujourd'hui, il y a quand même, c'est important de le savoir, parce qu'à la fin des études, le changement de statut reste quand même difficile. Pourquoi? Parce que pour changer de statut, quitter le statut étudiant pour le statut salarié ou un autre type de séjour qui est quand même important, c'est l'insertion professionnelle, donc c'est le travail. Or, ce qui fait souvent défaut, et aujourd'hui on trouve beaucoup d'étudiants qui se font précariser, c'est parce qu'ils ont choisi des formations dans lesquelles l'insertion professionnelle ne peut pas être avérée. Tu as un APS de 1 an, est-ce que tu seras capable avec ta formation à l'issue de celle-ci, de trouver un travail qui va te permettre de travailler et de changer ton statut? Ça, c'est une bonne question qu'on ne se pose pas au début. Donc, du coup, c'est important lorsque tu vas même à l'entretien que tu expliques ça. Parce que aujourd'hui, la dette du pays est colossale. On parle de 3 000 milliards de dollars. Donc du coup, est-ce que dans les prochaines années, la politique qui était favorable peut-être dans les années précédentes sera la même dans les prochaines années? Donc il faut savoir se positionner, il faut s'adapter, il faut connaître le pays dans lequel on souhaite se rendre et les réalités socio-économiques du pays en question. Donc du coup, ça aussi, ça permet d'augmenter ses chances de réussite. Sinon, on va se retrouver à être surpris à la fin. Alors, petite parenthèse quand même, je précise, avant qu'on arrête cette partie. Si tu veux venir faire de la sociologie, ou si tu veux venir faire, moi j'en sais rien moi, du droit, ou si tu veux venir faire d'autres formations et tout, et que par après ton insertion professionnelle ici, tu n'en as rien à faire,
tu peux y aller. Oui, tu viens, tu étudies, et puis voilà. Mais si derrière, il faut être honnête aussi avec soi-même, si derrière, c'est pour quand même avoir une expérience professionnelle après ton diplôme, choisis une formation qui entre dans l'intérêt du pays qui t'accueille. Et c'est de cette façon que tu pourras éventuellement aussi réussir ton projet professionnel. Ouais, mais forcément, et ça, c'est important de le signaler parce que c'est pourquoi moi, je pense que les émissions pareilles, ça permet vraiment de partager et de faire comprendre aux nouveaux qui viennent. Vraiment, il y a Voilà. un challenge à se faire parce qu'il faut prendre en Exactement. compte plusieurs paramètres pour faciliter, Ouais. disons, ton insertion ici, si quand même c'est ça que tu souhaites. Et si tu veux aussi te retourner, bah, à toi de Oui. voir. Déjà, Voilà, c'est ça. maintenant, on va monter un peu en puissance, on va dire. Comme tu as dit dans l'introduction, tu as eu à te déplacer, déjà, tu as fait des stages, je pense, normalement, licence 3 tu as fait des stages et tout. Et parle un peu du processus, parce que on dit souvent, étant étudiant étranger, trouver un stage, une alternance, c'est vraiment une galère. Et toi, quelle a été ton expérience par rapport à ça? Alors moi, d'abord, dans un premier temps, j'ai pas fait de stage en France, peut-être, sauf un stage que j'ai eu à faire. Ça, c'était quand j'avais terminé déjà mon master 2 en optique et Bon, photonique à Besançon, ok. et que j'ai eu à faire un autre master, cette fois-ci en compétences complémentaires en informatique, où j'ai eu à étudier les systèmes d'information et réseaux répartis. Ça, c'était à Lyon. Mais en réalité, à part le stage de ce master 2 en compétences complémentaires en informatique, j'ai pas eu à faire de stage en France. J'ai Et- eu à faire mon stage parce que moi, ma licence, j'ai deux licences, hein. J'ai une licence en Allemagne et j'ai Mhm. aussi, voilà. Donc, du coup, cette licence en Allemagne, je l'ai faite en Allemagne. Donc, du coup, Ok. c'était au COPP. C'est le Mhm. Centre d'études d'optique et de photonique de l'Université de Paderborn. Donc, c'était en Allemagne. Mhm. Donc, c'était dans un laboratoire de recherche généralement qui est adossé à la formation. Il suffisait tout simplement d'aller voir un professeur dont les cours nous intéressent le plus et de Mhm. lui proposer de nous prendre en tant que stagiaire. Et donc, du coup, tu écris un mémoire de licence qu'on appelle Bachelor Arbeit. Donc, du Mhm. coup, c'est le Bachelor Arbeit que tu écris en Allemagne. C'est un document de 50 pages sur lesquels tu expliques les expériences que tu as eu à faire, les résultats que tu as obtenus, etc. Et après, c'est validé par ceux qui t'ont supervisé et aussi ton professeur référent Mhm. qui émet une note qui sera ensuite rajoutée à ton diplôme. Puis ensuite, voilà, tu obtiens Ouais. le diplôme en question. Et du Et coup, alors, moi, il faut savoir que dans ma scolarité, j'ai alterné expérience professionnelle et études. Donc, après mon stage en Allemagne, je suis arrivé en France. J'ai fait une année de travail au CNRS, au Centre de recherche, au Centre national de la recherche scientifique à Besançon. comment tu t'es trouvé en Allemagne? Oui. Parce que tu étais là en France, tu étudiais, ou bien c'est par un échange d'études par semestre, ou bien comment c'est passé pour que tu te trouves en Allemagne? Alors, il faut savoir que moi, ma décision d'aller en Allemagne, elle était plutôt personnelle. Je savais qu'en venant en France, c'était une belle opportunité, mais je ne Mhm. pouvais pas simplement me limiter, au vu de mes ambitions, à Mhm. rester que en France. Donc, j'ai essayé de trouver la possibilité de partir faire des études de physique, parce que je faisais de la physique, et je voulais faire de la physique. Donc, du coup, j'ai décidé d'aller la faire en Allemagne, parce qu'il faut savoir qu'au début du 19e siècle, les Allemands étaient les plus réputés en Ouais. physique. Mhm. Toutes les nouvelles lois de la physique moderne, la plupart des prix Nobel des années 19, début 1900, fin 1800, c'était en Allemagne. Ok. Donc c'était aussi une ambition personnelle dans le sens où je voulais avoir un diplôme allemand sur mon CV. Donc j'ai Ok. décidé de prendre l'initiative d'aller faire ces études-là, là-bas. Donc j'ai fait un bachelor de 3 ans et demi à peu près en Allemagne et j'ai eu 6 mois pour faire mon stage. Ok, je vois. Je vois. Donc, après ce diplôme, je suis revenu encore en France parce que c'était au temps du Covid. Mhm. Donc, je suis revenu en France parce que ça m'avait ouvert une opportunité professionnelle au CNRS, ce que Ok. j'expliquais tout à l'heure. Mhm. Donc, j'ai travaillé un an au CNRS, au Centre national de la recherche scientifique en France, et à l'Institut Femto à Besançon. Ouais, je connais. Et donc, du coup, c'est justement là où j'ai pu intégrer le master recherche de l'optique et de la photonique à l'Université de Besançon toujours. Ok. Donc, j'ai fait ce master. Et au niveau de ce master, le stage, j'avais le choix de le faire en France. Donc, du coup, chez Thales Alenia Space, donc, ils sont basés à Toulouse, ou d'aller aux États-Unis. Bah, du coup, Ok. j'ai choisi d'aller aux États-Unis. Et ça a Forcément. ouvert une autre Ouais. opportunité là-bas aussi pour moi. Mhm. Et donc, un peu, on va dire, sur ces aspects-là de ma formation, notamment les 5 premières années qui sont vraiment inhérentes à mon cursus, je les ai Mhm. fait à l'étranger, notamment les stages. Et Ok. lorsque je suis revenu en France et que j'ai fait une formation en informatique, du Mhm. coup, j'ai fait un stage à Paris, donc dans les systèmes Ok. d'information et réseaux répartis. Je comprends, ouais. Et à l'issue de cette formation, du coup, j'ai entamé une thèse de doctorat donc Ouais. dans les domaines des lasers haute puissance, on va dire. Donc, présentement, Mais là, je suis à Limoges. ouais, t'as un beau parcours, hein. Forcément, Allemagne, France, États-Unis, mais je te dis, ton CV, il est costaud, hein.
Il est costaud, il est costaud. Non, mais sincèrement, quand Ouais, même. Mm. à un moment, je me suis penché sur, d'abord, dans un premier temps, parce que Sékou Touré disait souvent, fais ce que tu as à faire avant de faire ce que tu veux faire. L'insertion professionnelle, c'est très beau. Tu vois, tu peux faire une école d'ingénieur en France, tu peux Mhm. vouloir, tout de suite vouloir terminer tes études, mais l'expérience internationale, ce que le voyage t'apprend, Beaucoup c'est plus. plus que ce que tu Mhm. obtiens dans une école d'ingénieur. Mais forcément, Tu vois, aussi. Mhm. et ça, beaucoup diront que Mhm. la fac, c'est du bullshit, des trucs. On dit oui, la fac, ça peut être. Parce que la fac, elle est pensée pour former des gens qui réfléchissent, des chercheurs, tu vois. Elle est Mhm. Ouais. formée, elle forme des personnes qui ont un esprit critique. Généralement, quand tu as un master recherche, la progression idéale, c'est de faire une thèse de doctorat. Ouais. Et en Allemagne, aux États-Unis, l'université, c'est là où on forme le plus de gens qui, justement, entrent dans les structures professionnelles. Mais en France, c'est les écoles d'ingénieurs. Ouais. Mais ce choix, il est justifié puisque dans les années 70, voire 80, Mhm. l'idée était de former des travailleurs qualifiés pour reconstruire le pays. On parle alors à ce moment-là des 30 glorieuses. Donc, Ok. on voulait des travailleurs qualifiés Ouais. dans certains métiers, dans certains domaines bien déterminés pour permettre l'émergence du pays. Donc, on formait dans des écoles Mhm. des ingénieurs. Mais la fac était réservée à d'autres qui voulaient avoir un esprit critique sur le Ouais. monde, c'est-à-dire Ouais. réfléchir, notamment dans le domaine des sciences, de l'économie, de la gestion, etc. Ok. Donc derrière, la fac, elle a gardé ce côté-là, mais on en veut à la fac de former Mhm. des gens qui chôment le plus, parce que la fac, réellement, elle n'est pas pensée pour former des Mhm. ingénieurs ou des travailleurs qui vont tout de Ouais. suite être opérationnels dans le monde du travail. Ça, c'est vrai, ouais. L'expérience du monde professionnel, les contacts que nous établissons, elles viennent généralement de ce que nous-mêmes nous faisons lors de nos formations, des réseaux que nous créons. Mais si tu veux tout de suite, après tes études, travailler, l'idéal, c'est de faire une école d'ingénieur, Ouais. clairement. Je comprends, ouais. Donc, du coup, voilà, c'est un peu ça, mais cependant, ce sont les facs qui acceptent le plus des profils qui viennent de chez nous, notamment par Campus Ouais. France. Mhm. Donc, une fois qu'on entre à la fac, on a l'impression qu'à la fin de notre formation, l'insertion professionnelle sera facilitée. C'est vrai que ça a commencé à changer, mais de base, c'est pas pensé ainsi. Donc, si on veut rentrer dans un monde professionnel assez rapidement, Ouais. dans le monde professionnel, il faut passer par une école d'ingénieur. En tout cas, en France. Ouais, c'est comme le BTS, le BUT, les écoles d'ingénieurs, vraiment, c'est des formations très pratiques pour aller vraiment vers le marché de l'emploi, comme tu l'as dit. Ok. Et toi, le choix de faire ton doctorat là, c'est Ouais. venu comment? C'est un vouloir parce que tu aimes la recherche ou bien comment tu t'es retrouvé à faire ton doctorat? Alors, c'est une très belle question. Mhm. Le doctorat, pourquoi j'ai décidé de le faire? Tout simplement le fait d'avoir voyagé. Le fait Ok. d'avoir voyagé dans ces différents pays, ça m'a ouvert un peu l'esprit dans le sens où le docteur, en fait, c'est quelqu'un qui va questionner les fondamentaux des choses. Moi, je me suis rendu compte en réalité que en Afrique, on a peut-être des priorités vis-à-vis de l'insertion professionnelle qui est simplement de vouloir se poser, Mhm. fonder sa famille, avoir un cadre de vie normal, avoir un Ouais. travail dans lequel on s'épanouit. C'est tout à fait à notre honneur, c'est bien. Mais si on veut questionner les choses, avoir un esprit critique, développer sa pensée critique, développer ses questionnements des fondamentaux, des choses qui existent, il est intéressant, voire même important de faire un doctorat. C'est Ouais. pas obligatoire, mais c'est recommandé. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que plus de 80, enfin pas 80%, mais on va au moins dire 60% des cadres d'entreprises en Allemagne sont des doctorants, sont des gens qui ont des doctorats. Et l'Allemagne est la première puissance économique en Europe. Aux Mhm. États-Unis, le doctorat est un passe-partout. C'est-à-dire que lorsque tu fais un doctorat dans un domaine très pointu, Mhm. tu as la capacité d'adaptation que recherche par exemple un chef dans un département de recherche ou dans un département de développement. On peut voir dans certaines entreprises où on va privilégier des doctorants pour des postes qui n'ont souvent rien à voir avec même ce qu'ils ont fait comme spécialité de recherche. Ok. J'ai un ami qui a étudié au Technische Hochschule de Dortmund Mhm. et lui, il a fait un doctorat en matériaux, génie des matériaux, mais Mhm. aujourd'hui, il travaille dans une banque en tant que gestionnaire d'analyse de données. Ouais, je vois, je vois. Carrément. Tu as Mhm. vu? Ouais, c'est Donc, opposé. du coup, c'est-à-dire que il faut pas voir le doctorat comme une formation académique de façon master ou licence. C'est Mhm. une formation où tu es plongé dans l'inconnu et Ok. où tu dois développer des compétences connexes.
qui n'ont souvent rien à voir avec ta formation. Compétences en communication, compétences en réseautage, compétences en informatique. Tu es Ouais. obligé de faire Si tu fais un doctorat, tu es obligé de faire de l'informatique, de la Ouais. gestion de données. Tu es obligé de faire beaucoup de choses que tu n'aurais pas forcément fait dans une formation classique. Parce que Ok. ça te donne des outils Ouais. d'adaptation qui te permettent plus tard de réfléchir dans ce domaine. Et une des raisons aussi pour lesquelles que moi, personnellement, j'ai décidé de faire le doctorat, c'est que je ne vais pas simplement me limiter, on va dire. Alors, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je ne vais pas Ouais. simplement me limiter à ce que me propose, par exemple, ma situation dans un pays, par exemple. Tu vois, si je Ok. décide aujourd'hui de vouloir travailler à la Mhm. NASA, si je Mhm. décide de vouloir travailler dans une banque américaine, si je décide de vouloir travailler en Guinée dans le département des télécommunications ou dans le département de l'énergie, si je Mhm. décide de travailler dans un endroit où je serais obligé cependant, par exemple, à avoir des discussions avec des investisseurs étrangers, notamment chinois, russes, allemands, Mhm. américains, français, le fait d'avoir fait la thèse, ça va me permettre de pouvoir aussi comprendre les gens avec lesquels j'interagis parce que j'ai eu à le faire durant ma formation, tu vois un peu. Ouais, ouais. Et la Guinée a besoin de personnes qui, notamment dans le domaine des sciences, qui vont Mhm. au-delà simplement de la nécessité d'avoir un emploi. Je comprends. La Guinée a besoin de gens qui vont créer des emplois. La Guinée a besoin de gens qui vont être à l'interface des réalités géopolitiques dans le monde. Et le doctorat te fait voyager autant Ouais. qu'il le faudra pour présenter tes travaux. Tu Mhm. rencontres des personnes, tu Ouais. connais les besoins. Mhm. Les entreprises bénéficient de ce savoir-faire, de cette expertise-là aussi. Et Mhm. donc, du coup, dans la pensée critique de créer des entreprises, ça peut énormément apporter aussi, tu vois. Waouh, waouh, Parce waouh. que, et il faut savoir que tu peux faire une thèse et Mhm. toujours travailler aussi, Ouais. c'est-à-dire comme un ingénieur. Aujourd'hui, je prends mon cas, je fais ce qu'on appelle une thèse CIFRE. Et ça, c'est ouvert à tout le monde. Et je pense même dès que tu fais une formation scientifique, il faut que tu te renseignes sur cette opportunité. C'est l'alternance des docteurs. L'alternance des docteurs. Les doctorants Mhm. aussi peuvent faire de l'alternance. Mais eux, Mhm. on appelle leur alternance la CIFRE. Là, C'est-à-dire c'est. qu'ils ont un contrat de Mhm. travail Mhm. normal, souvent en CDD, souvent en CDI, en tant qu'ingénieur. Parce que Mhm. moi, dans mon cas, je suis ingénieur de recherche, tu vois. Ok. Donc, c'est le diplôme c'est le poste d'un ingénieur, mais je fais de la recherche à côté pour une entreprise directement, tu vois. Mhm. Ok. Donc, en gros, tu fais de la recherche, c'est-à-dire tu développes de nouvelles compétences dans un cadre bien déterminé qui peut Mhm. éventuellement aussi servir à ton pays d'origine. Mhm. Et derrière, tu as une expérience professionnelle directe parce que les travaux que tu vas faire vont être commercialisés par une entreprise qui Mhm. va vendre ses brevets, qui va vendre ses produits à Mhm. l'international. Et tu seras Waouh. peut-être amené plus Mhm. tard à défendre les fonctionnalités de ce produit-là. Ils pourront te choisir pour que tu ailles expliquer aux clients, voilà, comment est-ce que s'utilise ce produit, etc., etc. Et Mhm. faire le doctorat, c'est justement dans ce domaine-là. C'est-à-dire que tu vas au plus loin de Mhm. ce que tu es capable de faire. Tu apportes quelque chose de nouveau à la communauté internationale, à la communauté scientifique. Tu Mhm. légitimises ton domaine d'expertise dans un point bien donné et ça t'ouvre des portes à tous les niveaux. Bah là, moi, tu m'as convaincu, Donc, hein. ah non, mais c'est clair, c'est quasiment, en fait, Mhm. c'est l'effet là, parce qu'aux États-Unis, en Allemagne, les jeunes Mhm. vont faire des doctorats, mais en France, aujourd'hui, on va regarder 60-70% des personnes qui font des doctorats en France sont des étrangers. Ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, le Maghreb est en train comment on Positionner. dit, stand out. Mhm. Voilà, ils sont en train alors en français, c'est plus, ils sont en train de plutôt se distinguer de par leur élite qui monte. Ils ont de plus Mhm. en plus de jeunes diplômés titulaires de doctorat qui ont des Mhm. pensées critiques, qui investissent dans leur pays respectif, qui Mhm. s'établissent dans des postes de responsabilité en France, aux États-Unis, en Allemagne. Et nous, Mhm. en Afrique subsaharienne et notamment en Guinée, on doit plutôt cultiver cette envie. On doit favoriser cette culture de la volonté de faire de la recherche, d'aller Ouais. plus loin que de faire simplement bac+5. C'est Moi, quand même, important pour personnellement, moi. tu m'as convaincu. Tu m'as convaincu. Parce que, sincèrement, moi, j'étais un peu sceptique à l'idée de faire un doctorat. Ben, je me disais, peut-être, pourquoi faire un doctorat? Parce que, voilà, il faut Ça finir va par toujours te faire. servir. Ça va Ouais. toujours te servir. Le doctorat va toujours te servir. C'est pas Mhm. quelque chose que tu fais simplement pour le faire. C'est quelque Mhm. chose que tu fais en investissant sur ton futur. Ça va te prendre des années. Tu Mhm. finiras ton doctorat peut-être à l'âge de 33 ans, à l'âge de 30 ans. C'est pas grave. C'est Mhm. pas grave parce que ce que tu vas pouvoir faire après ton doctorat, Ouais. l'expérience que tu vas obtenir, l'expertise que tu auras dans un domaine bien déterminé, tu pourras aller bosser pour qui tu veux. Et c'est Ouais. toi qui décides où tu veux bosser. Non, Tu mais vois ce que c'est, je veux dire? non, C'est je comprends très bien. un gage de liberté. C'est Ouais, dur, ouais. hein, le doctorat. Mhm. Je suis Mhm. pas en train de dire que c'est facile. Mhm. Attention, Ouais. c'est dur. Mais il faut pas voir les choses par
par degré de difficulté. Mhm. C'est-à-dire que les êtres humains iront Mhm. toujours vers leur zone de confort. Parce que c'est ce que je dis, l'électron est toujours susceptible d'être dans sa zone de basse énergie. Pourquoi? Mhm. Parce que c'est là où il fournit le moins d'efforts. Mais Ouais. lorsqu'on l'excite et qu'il émet un photon, il émet un photon focus, c'est-à-dire qu'il émet un photon de haute énergie. Mhm. Lorsque tu te pousses dans tes derniers retranchements et que tu vas au fond des choses, Mhm. tu ressors toujours plus fort que lorsque tu y es allé. Donc, en Exactement. gros, faire un doctorat, ce n'est pas défavorable, c'est que du positif. Mais bien Ouais. entendu, c'est pas facile. Ça demande des efforts, ça demande de la résilience, de la patience, des sacrifices. Il faut aussi le dire, ça demande Mhm. des sacrifices, mais je pense que tout le monde peut le faire. Et si tout le monde peut le faire, tout le monde devrait le faire. Voilà, merci beaucoup. Parce que là, moi, quand même, je suis convaincu et je pense que tous ceux qui nous écoutent là, ils vont peut-être songer à réfléchir à ça parce que il y a un grand qui me disait un jour que vraiment, comme tu l'as précisé, pour développer un pays, il faut vraiment des personnes qui ont une pensée critique et ça se passe à travers le doctorat. Et je pense que vraiment, même moi, je commence à me remettre en question et je vais vraiment réfléchir à ces sujets-là. Et c'est vraiment intéressant. Oui. Ok, donc, pour revenir un peu en arrière, est-ce que toi, par exemple, avec tout ce que tu as vécu, ton expérience et le temps que tu as vécu ici en France, quel conseil aimerais-tu donner aux nouveaux étudiants qui viennent d'arriver pour qu'ils puissent non seulement s'organiser dans leurs études, parce que souvent, il y a des statistiques qui disent que la majorité des étudiants qui viennent, presque 80% sont susceptibles d'échouer leur première année. Donc, si tu as des Oui. conseils, des astuces à partager, ce serait vraiment intéressant. Alors, le premier conseil que je donnerais, c'est Mhm. que c'est normal que la première année soit une année difficile. C'est normal parfois même d'échouer. Et l'échec, c'est pas une mauvaise chose. Ouais. L'échec, en fait, tu dois plutôt l'avoir comme une possibilité de rebondir. Ouais. Moi, que tu vois, j'ai aussi échoué. J'ai aussi échoué dans mes matières. J'ai aussi échoué dans pas mal de choses. J'ai échoué au début en Allemagne, c'était dur. Mais l'avantage, en fait, que j'ai eu en allant en Allemagne, et ça a changé peut-être le paradigme de ma conception des études, c'est que j'ai eu un moment d'intégration qui n'était pas Mhm. bafoué. Ouais. En France, l'intégration des jeunes arrivants étudiants est bafouée. Et c'est pas Mhm. parce que la France est ci ou ça, c'est tout simplement parce qu'il y a moins de moyens qui sont mis à Mhm. disposition des universités pour intégrer de façon inclusive les nouveaux arrivants. Je comprends. Généralement, lorsque tu arrives dans une année, la Mhm. première année doit être dédiée à l'intégration, c'est-à-dire c'est l'année où tu dois faire des cours de langue. C'est Mhm. l'année où on doit t'informer sur le mode de fonctionnement des universités en France. C'est Ouais. l'année où tu dois apprendre à utiliser les outils qui sont mis à Mhm. ta disposition à l'université. C'est Mhm. l'année où tu dois faire des rencontres sociales. C'est l'année où tu dois rencontrer d'autres personnes aussi arrivées comme toi. Vous Mhm. devez faire des sorties, vous devez sortir, visiter un peu Ouais, le normalement. département. Mhm. Voilà, les montagnes, la mer, tout ce que tu veux. La Mhm. première année, c'est l'année d'intégration. Tu Mhm. apprends la langue, tu te fais une vie sociale, tu t'intègres et Ouais. ensuite tu apprends comment va continuer tes études. En Mhm. Allemagne, c'est comme ça que ça se passe. Dès que tu arrives en Allemagne, tu commences pas tout de suite tes cours. Ok. Tu dois valider le DSH. Tu sais, le Mhm. DSH, c'est quoi? C'est le certificat de langue des études en Allemagne. Ok. Deutsche Studium Zugang, c'est-à-dire Deutsche Hochschule-Zugang. C'est un DSH. Donc, du coup, dès que tu arrives, tu Mhm. fais 6 mois de formation. Mhm. On exige de toi d'avoir le niveau B2. Et on te forme très bien et c'est pris en charge par la fac. Ok. Ouais, c'est intéressant Tu ça. arrives, ouais, Mhm. on te forme à la langue. Et pendant les 6 premiers mois, et pendant même Mhm. cette année d'intégration, Mhm. tu participes à des sorties. C'est-à-dire, on va aller vous faire visiter le château de Schloss Neuhaus. Mhm. On va aller vous faire visiter Dortmund. On va vous faire visiter Cologne. On va vous faire Ouais. visiter Gummersbach, Mhm. Baden-Württemberg, tout ce que Mhm. tu veux. Ouais. Et ça, tu es avec d'autres étudiants aussi qui viennent de Mhm. Chine, qui viennent de Japon, qui viennent de Thaïlande, Mhm. qui viennent d'Afrique, qui viennent du Kenya, qui viennent de Guinée, qui viennent Mhm. de Congo, du Ghana, Ouais. qui viennent des États-Unis. Ouais, c'est intéressant ça quand même. Non, Ça mais vous clairement, met. vous mélangez, vous vivez Ouais. des expériences Ouais. sociaux et il y a des Allemands parmi vous Mhm. qui vous accompagnent. Ouais, c'est ça. Ils Non. parlent allemand, tu apprends Ouais. et tout. Ouais. Tu pratiques ce que tu as appris en cours, Mhm. pendant les cours de langue dans ta vie sociale. Ouais. Et en même temps, tu es dans l'université, tu comprends comment fonctionne, par exemple, Moodle, Mhm. l'équivalent. Mais là-bas, ça va être Pahul. Tu Mhm. apprends comment fonctionnent les outils qui sont mis en, comment tu sélectionnes tes formations, tes Oh, majors, tes c'est super. minors. Ouais. Tu apprends tout ça. Et dès que tu es prêt, l'année qui suit, tu t'inscris dans ta formation de prédilection. Et Wow. directement, tu es préparé. Tu es au même niveau que normalement ceux avec Mhm. lesquels tu es en classe. Ouais, Au forcément niveau de quand la même. langue et de la compréhension, tu es bon. C'est-à-dire Wow. que Mhm. ça, c'est déjà la base. En Mhm. France, il n'y a pas ça. Il n'y a pas Donc, ça du quand coup, même. lorsqu'on arrive, on Mhm. est perdu, on est tout de suite dans le tas. Et Mhm. on n'a pas une certaine sorte d'inclusion sociale avec les Français qui sont autour de nous. Ils n'ont pas notre temps pour Non, passer du temps avec. ça On c'est est vrai. Ouais. isolé, on est dans la dépression.
Tu vois? Je Donc la comprends. première année en France est dure à cause de ça. Donc du coup, tu es obligé de Mhm. trouver ça par toi-même. Ouais. Et ça rend encore le travail plus compliqué. Entre Mhm. les démarches administratives d'un côté et les exigences des cours de l'autre, Mhm. bah, au final, tu es perdu. Forcément, forcément. Donc, ce que moi je conseillerais aux jeunes, pas Ok. dire la France, c'est un très bon projet. Mhm. Cependant, c'est vrai que la première année peut être dure, mais c'est normal. Prenez le temps, quitte même à échouer, parce que Mhm. l'échec, il faut pas l'avoir comme une fatalité, mais l'échec, il faut l'avoir comme une opportunité de faire mieux plus tard. Tu vois Ouais, ce que je veux dire? je comprends. Donc, la première année peut être compliquée, Mhm. mais il faut se donner les moyens, par exemple, de bien s'intégrer, de comprendre comment fonctionne le pays, de comprendre comment fonctionne la formation dans laquelle on est, de poser des questions aux professeurs, d'aller souvent même dans les Mhm. secrétariats, dans les directions, de poser des questions, comment est-ce qu'on fait ci, comment est-ce... Se créer un cadre de vie sociale enrichi, Ouais. s'inscrire au sport, ok? Mhm. Sport en équipe en général, sport en équipe, prendre une activité sportive. Ouais. Si on a la foi, Mhm. qu'on est musulman ou qu'on est chrétien, Mhm. avoir un mode de vie social, c'est-à-dire que les chrétiens iront dans une assemblée pour La prière. manifester leur foi, Mhm. la prière et tout. Les Mhm. Ouais. musulmans pratiqueront la prière aussi à la mosquée. On va Mhm. créer des cercles sociaux qui Mhm. vont en fait venir stabiliser notre intégration. Parce que si on reste seul dans son coin comme ça, C'est compliqué. c'est dangereux, c'est Ouais, très dangereux. On risque Mhm. d'échouer et vraiment de se sentir très très mal. Le taux, Ouais. de- le taux, le taux de suicide des jeunes en France est exorbitant, il est terrible. Mais je te dis, c'est Il est compliqué, quoi. Des terrible. fois, tu as du mal à comprendre quand tu es en Afrique, tu te dis, mais comment quelqu'un peut tomber en dépression et se suicider? Mais c'est quand tu arrives, C'est quand, tu quand tu arrives comprends. que tu... Alors Ouais. qu'il est très bas en Allemagne. Mhm. Pourquoi? Parce que les Allemands ont compris que ce côté social intégrationniste, c'est un vecteur de réussite, tu Non, vois. mais c'est vrai, ça, c'est vrai. Non, mais Donc moi, vraiment. c'est mon conseil que je donnerais en fait aux Ok. primos arrivants, aux jeunes, de faire. Merci beaucoup, quand même. C'est vraiment intéressant. Et maintenant, voilà, une dernière question. Et après, on pourra essayer de conclure. Toi, tu as forcément eu à faire beaucoup de renouvellement de titres de séjour et tout. Est-ce que il y a des difficultés, par exemple, qu'on rencontre ou bien comment ça se passe? Parce que les nouveaux qui viennent d'arriver, après leur première année, forcément, ils vont faire des renouvellements de titres de séjour et tout. Oui, oui, bien sûr. Et ça, Mhm. c'est la réalité de tous les étudiants étrangers en France. Ouais. Bon, aujourd'hui, je vais dire que moi, je suis Mhm. plus dans le cadre Mhm. de statut étudiant, mais néanmoins, je suis passé dans le cadre des statuts étudiants longtemps. Donc, je Mhm. connais. Ouais. En gros, il faut savoir que lorsque tu arrives en France avec ton visa, l'ambassade de France, c'est un Mhm. peu comme la préfecture dans le département. Ouais. C'est-à-dire qu'il applique la politique du gouvernement dans le Mhm. territoire qui est sous sa juridiction. Ouais. Donc, en gros, l'ambassade de France, généralement, c'est le ministère des Affaires étrangères, le Mhm. ministère du Travail et le ministère de l'Intérieur Mhm. qui, en général, supervisent qui copilotent, on va dire, les actions de l'ambassade. Donc, quand tu Ok. reçois ton visa, Mhm. c'est qu'il y a un besoin particulier déterminé par ces ministères-là qui arrive. Donc, ton visa est déjà ton premier titre de séjour. OK? Ok. Ouais. Il te permet de traverser la frontière, donc à la police aux frontières dans le pays quand tu arrives. Et il te Mhm. permet, après validation auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de pouvoir te maintenir et de faire valoir ton droit au séjour en cas Mhm. de contrôle et en cas de, par exemple, de besoin de travailler Ouais. 60% de la durée légale. Et aussi, Mhm. autre chose, c'est que quand tu arrives en France pour connaître vraiment ton statut d'étranger, il faut Ouais. que tu prennes connaissance du code du CESEDA. Ok. Le CESEDA, c'est un Mhm. texte de loi Ouais. compilé dans un document qu'on appelle Code du séjour, de l'entrée du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile, des droits d'asile. Mhm. C'est dans ça que est encadrée toute la législation en vigueur qui s'applique à tous les étrangers qui vivent sur le territoire, Ok. notamment le renouvellement de titre de séjour, les conditions de renouvellement, les Mhm. lois qui y sont associées, le changement de statut et tout, etc., etc. Quand on est à l'université, Mhm. généralement, après la première année, au moment du renouvellement, il faut qu'on envoie le dossier à la préfecture territorialement compétente pour faire délivrer des titres de séjour. Donc, chaque département applique les textes du CESEDA selon les directives du ministère de l'Intérieur qui encadrent au travers de la Direction générale des étrangers en France Ouais. tous les titres de séjour qui seront délivrés à un moment donné. Un étudiant qui valide sa première année, on considère qu'il est sérieux dans ses études. Il a le droit de redoubler au maximum 3 fois pour un même cycle. Généralement, lorsqu'il redouble une fois, on lui donne encore sa chance. Ouais. Une deuxième fois, on lui donne une chance encore. Et ça, c'est la dernière. Mais Ok. pour éviter ça, généralement, lorsque tu valides ta première année, lorsque tu pars renouveler ton titre, ton visa, on te donne une carte de séjour de 2 ans. Parce qu'on se dit que le cycle d'études qu'il te reste pour Mhm. finir ta licence, si c'est 2 ans. Donc, on te donne 2 ans. Si tu es en école d'ingénieur et que tu es en Mhm. première année, on te donne 3 ans, etc.
Pareil, si tu finis ta licence et que tu as validé ta licence et que t'as été accepté dans un master, tu vas encore à la préfecture du lieu de département de là où tu vas habiter pour ton master. Mhm. Tu fais une nouvelle demande de titre de séjour à ce moment-là. On va te donner 2 ans parce que ton master va te durer 2 ans. Ok, je comprends. Après tes 2 années de master, Mhm. si tu as validé le diplôme et que tu veux maintenant travailler, Mhm. on va te demander de faire un changement de statut sous condition d'un certain niveau de revenu. Donc, Ouais. tu pourras bénéficier soit de la carte de séjour salarié, Ouais. parce que tu gagnes, par exemple, tu as un CDI, Mhm. mais généralement, la première carte, elle est temporaire, donc c'est une carte de 1 année. Et ensuite, la seconde carte, si c'est un CDI, donc ça sera une carte de 4 ans. À Ok. l'issue de cette carte, si tu veux demeurer dans le séjour, tu pourras demander une carte de résident. On va te donner une carte de 10 ans. Et si à l'issue de ce séjour, tu veux par exemple acquérir la nationalité française, c'est aussi possible. Donc, c'est Mhm. encadré par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le CESEDA, et c'est aussi encadré d'un autre côté pour la nationalité par le code civil. Ouais, je comprends, je comprends. Donc, il y a d'autres conditions à remplir. Donc, selon le cadre de formation, généralement, les écoles d'ingénieurs, donc on Mhm. considère que tu fais une admission sur dossier, tu Mhm. gagnes. On te donne, par exemple, une carte de 3 ans pour faire le Mhm. cycle universitaire ou le cycle d'école d'ingénieur, une carte de Mhm. 3 ans. Si tu Ok. redoubles, on renouvelle. À l'issue du redoublement, on te renouvelle une fois. Cette fois-ci, à chaque redoublement, on te donne une carte temporaire, une Ok. carte de 1 an. D'accord. Mais Mhm. le truc, c'est quoi? C'est qu'il y a des passerelles. Mhm. Souvent, certains étrangers arrivent à changer de statut en fonction des réalités qui arrivent dans leur vie. Ok. Soit ils tombent si c'est pour les femmes, elles tombent enceintes, elles ont un enfant. Et le fait qu'elles ont eu un enfant en France, Mhm. ça consolide un peu leur droit au séjour. Donc, on leur donne des cartes de séjour vie privée familiale. Ok. OK, mais Mhm. sous condition de conviction au niveau du préfet. La préfecture voudra connaître les éléments qui font que tu demandes cette carte. Alors attention, Mhm. si tu demandes une carte dans laquelle tu ne rentres pas en termes de conditions, lorsque le préfet prend la décision de te refuser cette carte et qu'en conséquence tu n'as plus de carte de séjour en ta possession, le refus de te donner la carte que tu demandes entraîne automatiquement une obligation de quitter le territoire. OQTF. Voilà, OQTF, les fameuses OQTF. Donc, en gros, il faut Mhm. connaître le titre qu'on demande, il faut Mhm. remplir les conditions du titre demandé, Ok. il faut le Mhm. faire au bon moment. Parce qu'un changement de statut n'implique pas forcément d'attendre la fin de son titre. Je vois que beaucoup d'étudiants attendent que la fin du titre arrive pour vouloir tenter de changer de statut. Ça, c'est dangereux. Parce Ouais. que quand tu le fais, Mhm. en cas de refus, le titre que tu possèdes est déjà fini. Ouais. Là, tu restes dans l'illégalité, en fait. Donc, tu restes dans l'illégalité parce que tu Ouais. n'as plus de titre. Mais par contre, quand ton titre actuel est en cours et que tu fais la demande de changement de statut et que ce dernier t'est refusé, Mhm. ils ne peuvent pas te retirer le droit auquel tu es déjà attaché Ok. avec ton titre actuel. Donc, D'accord. ils vont juste te refuser le nouveau titre, mais ils vont pas te mettre une obligation de quitter le Je territoire. Mais comprends. si tu le fais à la fin du titre que tu possèdes, en Mhm. cas de refus du nouveau titre que tu veux, bah, vu que tu n'as plus l'ancien titre, bah, tu n'as plus le droit de rester. Ouais, ouais, je comprends, ouais. C'est Donc ça, intéressant. Mhm. Oui, c'est important de connaître ça. Les étudiants, quand ils arrivent, on ne les informe pas beaucoup et c'est à juste titre. Ouais. On va pas te donner toutes les informations, sinon ce serait trop facile. Mais il faut chercher l'information là où elle se trouve. C'est à Ouais. toi de faire la démarche, tu vois. Exactement. Exact. Il faut lire le code des étrangers en France. Mhm. Il faut lire le code civil. Il faut lire le code de l'éducation nationale. OK? Il faut lire, D'accord. il faut se documenter en fait. C'est important quand même. C'est important. C'est pareil quand tu vas en Allemagne. Mhm. Le Grundgesetz, pareil, Mhm. c'est la loi constitutionnelle, tu dois la lire. Le Aufenthaltsgesetz, la loi du séjour des étrangers, il faut le connaître. Le Bürgerschaftsgesetz, pareil, la loi à la nationalité, tu dois les connaître. Quand tu Ouais. arrives, comment est-ce que ça se passe en Allemagne? Exactement de la même façon au niveau de l'intégration, de l'enregistrement auprès de la mairie, toutes ces Mhm. choses-là, ces informations primordiales, importantes qu'il faut savoir, le Ausländerbehörde, la préfecture, tous ces trucs en Allemagne, ils sont différents de la France. C'est aussi une connaissance que tu ajoutes à ton répertoire. Ouais, c'est important quand même. Ça t'ouvre des options. Mhm. L'immigration en Allemagne est beaucoup plus simplifiée, mais elle privilégie une immigration qualifiée. Ok. En gros, une immigration qualifiée, l'Allemagne t'ouvre grandes ses portes et le marché de l'emploi en Allemagne est beaucoup plus léger que celui qui est en France aujourd'hui. D'accord. Néanmoins, la proximité linguistique en France fait qu'on reste en France, mais Mhm. au niveau du travail, tous les pays en Europe ont des Mhm. politiques différentes. Ouais, forcément. Donc, du Ouais, je coup, moi, comprends. ce que je conseille, c'est juste de se documenter, Mhm. de se dire que les titres de séjour en France aujourd'hui sont complexes, qu'il faut quand même connaître pour Ouais. ne pas être surpris, Ok. de se faire accompagner par des personnes qui ont un peu d'expérience dedans, Mhm. de ne pas hésiter à poser des questions aux préfectures même, Ouais, c'est s'il le important faut. quand même. Ouais. Ah oui, tu envoies un mail, quoi. Mhm. Tu poses des questions aux préfectures, tu essayes de connaître les textes en vigueur, tu essayes de savoir quels sont les textes qui ont été abrogés, le droit au Ouais. séjour, la Mhm. légalité sur la durée
durée du travail, 964 heures dans une année quand on est étudiant, 60% de la durée légale, en bref, 20 heures par semaine, tu vois, Ouais, tous je ces comprends. trucs-là, Mhm. c'est important. Ouais, c'est intéressant quand même. Ah, Ouais. merci beaucoup pour le conseil. Je pense que vraiment, ça va aider pour les personnes qui écoutent, ça va vraiment les aider. Donc, vraiment, merci beaucoup pour les petits conseils et tout. Et là, on va un peu terminer l'émission. Bah, j'aurais voulu te poser quelques Mhm. questions. Par exemple, quelles sont tes villes préférées et tout, mais je vois que tu as beaucoup voyagé et tout. Mais quand même, parmi tous les trois pays que tu as visités là, l'Allemagne, la France, les États-Unis, quel est le pays idéal pour toi, par exemple, entre les trois? Tu vois un drapeau derrière moi ou pas? Ouais. Et puis, j'ai même vu la photo de profil. J'ai vu la Oui, photo de profil. clairement, clairement. Alors, c'est une très bonne question. Il n'y a pas vraiment une question de préférence, moi, je dirais, parce que c'est propre à chacun. Il s'agit d'une opinion, il s'agit d'un goût, et Ok. le goût est propre à chacun. La Ouais. France, c'est un super pays, il faut le reconnaître. Et c'est un pays, quand même, qui offre sa chance à tout le monde, tu vois. Mais on est arrivé à un niveau aujourd'hui dans un monde géopolitique complexe Ouais. où parfois certains choix se doivent d'être vraiment réfléchis pour notre ambition future. L'Allemagne reste aussi un choix excellent. C'est-à-dire que de ce que moi j'ai observé, mon séjour en Allemagne a Mhm. développé mon esprit critique d'une façon où j'ai découvert la capacité d'adaptabilité humaine Ouais. dans un pays dont je parlais pas la langue et j'ai dû apprendre tout sur le tas. Mais c'est parti d'une simple décision. J'étais pas obligé, je pouvais rester en France. La Ok. France, on a déjà une connaissance globale de ce qu'est ce pays. On sait déjà, la France, c'est comme une deuxième maison pour nous, Ouais, tu vois. ouais, ouais. On est déjà là. Mhm. C'est-à-dire que même depuis le pays, on connaissait déjà la France. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Je comprends. Mais que savons-nous des autres? Tu vois? Peu de choses. Exactement. L'Afrique est Mhm. un territoire où on parle plusieurs langues. On parle l'espagnol, le portugais et l'anglais. Et aussi, Mhm. on parle le français. Nous parlons déjà le français. On ne peut pas tous venir en France, c'est Mhm. sûr. Mhm. Donc, on prend ce que la France nous offre, OK? Mhm. On considère aussi la France comme notre deuxième maison. Cependant, Mhm. si on veut aller plus loin pour se développer sur le plan personnel, il nous Mhm. faut aller dans des pays dans lesquels on n'a pas forcément une certaine zone de confort. Ouais, il y a ce point-là, Les ouais. États-Unis, c'est un pays d'opportunité. C'est un pays, Mhm. moi je préférerais plus les États-Unis. Pourquoi? Parce que les États-Unis, c'est un pays d'opportunité. Mhm. C'est un pays dans lequel il y a les extrêmes. C'est-à-dire, tu Mhm. peux être très haut comme tu peux être très bas. Mhm. C'est un pays qui te pousse à te surpasser, à dépasser tes limites et à être dans l'excellence. Ouais. La recherche de l'excellence fait en Mhm. sorte que tu choisisses toujours le pays ou l'endroit où tu vas te sentir développé. Tu vois. Ouais, je comprends. Et dans ce contexte-là, moi, je dirais plus les États-Unis. Et Mhm. d'ailleurs, j'en profiterai peut-être pour cette conclusion de dire Mhm. que je participe effectivement à l'accompagnement juridique, mais aussi à l'immigration intellectuelle, c'est-à-dire professionnelle et aussi étudiante aux Mhm. États-Unis. Ouais, c'est Donc, super ça. ouais, j'ai Mhm. des clients surtout des Africains d'ailleurs. Après, le profil que je recherche et que j'accompagne le plus, ce sont ceux qui ont au moins un master et un Mhm. doctorat pour Ok. pouvoir immigrer aux États-Unis avec la green card directement et monter son projet d'études et son projet professionnel sur place, tu vois. Et comment te Donc, ça, contacter si on est intéressé? je vais ouvrir ma chaîne YouTube aussi par rapport à ça, où je vais commencer à faire des vidéos d'accompagnement par rapport aux procédures à suivre pour étudier aux États-Unis Ouais, et c'est en intéressant. Allemagne, Mhm. et effectivement en France aussi, s'il y a besoin, mais je vais plus me concentrer sur l'Allemagne et les États-Unis, parce que Ouais. beaucoup d'Africains, beaucoup de Guinéens, c'est un service aux Guinéens dans un premier temps, beaucoup de Guinéens ne savent pas trop comment fonctionnent ces réalités-là Ouais. d'immigration directe aux États-Unis à Mhm. travers d'autres compétences, notamment des diplômes, pour aller travailler aux États-Unis directement avec la green card. Passe par la Ok. Diversity Visa Lottery. Tu vois, Mhm. donc la DV Lottery, c'est un moyen parmi Mhm. tant d'autres Ouais. pour aller aux États-Unis, mais pas que le seul. Il y a aussi un moyen qui existe Mhm. pour ceux qui sont diplômés, qui ont Mhm. un master ou un doctorat. Et c'est important. C'est pour cette raison que je dis souvent, il faut qu'on essaie de pousser les études beaucoup plus loin que juste la zone de confort. Le Ok. doctorat, c'est un passeport. Ça t'amène où tu veux, quand Ouais. tu veux, comme tu veux. Ouais. Donc, du coup, Mhm. quelqu'un qui a un doctorat, qui veut aller travailler aux États-Unis, il peut avoir l'opportunité de bosser au Mhm. département des télécommunications des États-Unis. Il peut bosser à la NASA, Ouais, c'est facilement possible. quand même. Il peut bosser à la NASA, il peut bosser énormément partout. Donc, du coup, si tu me demandes lequel Mhm. des trois pays que j'ai visités Ouais. qui me donne plus envie, notamment au niveau professionnel ou quoi que Mhm. ce soit. Je pourrais te citer les trois. Les trois offrent Mhm. des opportunités. Mais Ok. personnellement, de par mon opinion, Les on dit États-Unis. the flag for the strips and the stars.
tu vois, le Ouais. Stade de Scripps. Donc, du coup, Mhm. l'étoile, la bannière étoilée avec les bandes rouges et blanches, quoi. C'est simplement ça, quoi. C'est C'est tout. Le pays de intéressant. l'oncle. Ok. Et du coup, tu as un numéro ou bien une adresse au cas où aussi, par exemple, ceux qui regardent, ils sont intéressés par tes services, s'ils peuvent, par exemple, te Oui, contacter. Par exemple, comme ça, tu... alors, on me contacte particulièrement par mail parce que j'ai pas de numéro professionnel pour le moment, mais on peut me Ok. contacter par mail. Je t'enverrai peut-être mon adresse mail que tu pourras mettre plus tard sur la vidéo si ça t'intéresse. Comme ça, au moins, les gens pourront me contacter directement par ça. Mais sinon, aussi directement sur mon compte LinkedIn, Ok. Albert Melimono MSC. Donc, du coup, Mhm. sur mon compte LinkedIn, on peut aussi me contacter effectivement pour ces services. Pas de Ok, bah, tu souci. m'enverrais le lien et après, moi, je mettrai ça en description. Ça peut être intéressant. Ok. Pas Et de pour problème. finir, un mot de fin, quel sera ton message pour terminer l'émission? Si tu as un message particulier adressé aux étudiants, je sais pas, même un message particulier, par exemple. Alors, le message particulier que je veux adresser aux Mhm. jeunes Guinéens qui veulent venir à l'étranger et faire leurs études, Mhm. c'est que la richesse principale d'une nation, c'est sa matière première. C'est-à-dire la matière première d'une nation, c'est Mhm. le niveau de qualification de ses habitants, de ses citoyens. Le choix de faire des études à l'étranger, c'est un des meilleurs investissements que l'on peut faire sur soi-même. L'éducation est la seule chose qu'on ne pourra jamais nous retirer. C'est pour cette raison que plutôt que de privilégier dans un futur proche et dans un court terme l'acquisition de l'argent ou bien l'acquisition de moyens financiers, il faut plutôt investir sur son éducation. Donc l'éducation, c'est-à-dire aller au-delà, s'il y a la possibilité, bien entendu, faire un doctorat, on va jamais regretter. Le Mhm. doctorat ou bien l'éducation, notamment dans les domaines technologiques scientifiques, reste quand même la meilleure des choses à faire. Et même dans le domaine du droit ou bien Mhm. même de la gestion de l'économie, tout ce que tu veux, dans ce domaine sciences économiques et gestion, reste quand même assez important pour nos pays. Et quand on vient pour faire des études à l'étranger, on doit se mettre en tête que les obstacles qui vont nous empêcher de faire ces études-là, ce sont de vrais obstacles, mais on doit toujours se battre pour les réussir, ces études. Donc les études avant l'argent, Ouais. c'est Comme ça vraiment mon conseil. On arrive à l'étranger peut-être pour 5 ans, 10 ans. C'est pas grave si on fait 5 ans ou 10 ans pour étudier. C'est pas grave. Tant qu'on progresse et qu'on acquiert de la connaissance, c'est ça va. toujours bien. C'est toujours bien. C'est vrai, on a besoin d'argent, mais l'argent, ça va venir parce qu'un esprit Mhm. qui réfléchit, qui est critique, peut se faire de l'argent. Facilement même. Mais quelqu'un qui fait de l'argent simplement et qui Mhm. ne veut pas poursuivre ses études, il Mhm. risque d'être dépassé par les événements. Mais les études et l'esprit critique nous permettent de nous adapter aux situations. Ouais. Donc, qui connaît la valeur de la connaissance ne va jamais rester pauvre. Donc, voilà mon Ah. mot de fin pour les étudiants qui arrivent en France. Ben, En merci tout cas, merci beaucoup. à toi pour ce que tu fais et pour la parole que tu nous donnes aussi de conseiller les jeunes qui arrivent. Et aussi, je pense que toi aussi, tu es arrivé par Campus France, donc tu auras ta vie à raconter. Les Mhm. prochaines années vont s'annoncer peut-être glorieuses. Il y aura Ouais. des difficultés, mais le Mhm. simple fait de savoir, de connaître l'information, de connaître comment tu avances, ça va te permettre de tenir et de garder le cap. Ouais, Et ça, exactement. c'est vraiment la meilleure des choses que tu puisses faire, non seulement pour toi-même, mais pour tous les autres qui viendront après toi, tu vois. Exactement, exactement. Vraiment, c'est gentil et toi aussi, merci beaucoup. Et surtout même avec ton histoire là et ton parcours, je pense que vraiment ça va être inspirant. Parce que moi, personnellement, déjà, ça commence à m'inspirer. Je pense que ça pourra aussi inspirer beaucoup d'étudiants et ça pourra aussi aider. C'est vraiment gentil de ta part et je De pense rien, mon et frère. j'espère qu'on aura l'occasion aussi d'en faire un autre Toujours. encore. Évidemment, dès que t'as Mhm. un sujet important avec lequel tu veux peut-être Ok. parler ou bien discuter et tout, Mhm. t'hésites pas, tu m'écris. Puis on fait un live webinaire ou une discussion comme ça en ligne. Et Mhm. pareil pour les autres aussi qui vont arriver. Ce sera pareil. Dès que j'ouvrirai ma chaîne YouTube, notamment pour les services que je propose, j'hésiterai Ok. pas à te faire signe, quoi. Il n'y a pas de problème alors. C'est vraiment gentil et merci beaucoup. Et De bonne rien. soirée à toi et on va se dire à très bientôt. À très bientôt.